Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 8e étape de la Vuelta. On va revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui, vous allez voir ça va être rapide. Le résumé du jour et bilan des Bleus coureurs au top Bonedal. Les différents classements en fin de vidéo. Pour conclure cette journée qui aura été d'un ennui incroyable. Véritablement. Et pourtant, j'ai pas regardé l'étape en son intégralité et je me suis... Enfin, en son intégralité à la télé. Et pourtant, je me suis quand même ennuyé. J'ai regardé 40 km et 40 km où c'est pas passé grand-chose du côté de cette étape. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous allez être au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Plus vous cliquez vite sur notification et sur une miniature, plus ça me permet de me soutenir. Deuxième moyen de me soutenir, c'est de booster la vidéo, ça c'est sur mobile. Je rappelle que vous avez le droit de le faire 3 fois gratuitement par semaine. Et là également, la troisième solution, ça c'est seulement si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec l'étape 8. Un ennui, mais alors, ce qui aurait pu être l'étape de Châteauroux s'il n'y avait pas eu Van Der Poel. Et je remercie encore Van Der Poel pour cette étape-là. Bah, qu'est-ce que je veux te dire l'échappée a même pas essayé trop de jouer avec le peloton. C'est ça qui est le pire dans cette étape, c'est que l'échappée est sorti devant, mais tu as l'impression que c'était vraiment parce qu'on leur a demandé ce matin aux coureurs, c'était presque pas par envie, j'ai l'impression. Parce qu'en gros, ils se sont pas donnés non plus. Enfin, on a une impression. Il y a un moment, le rythme quand même de cette étape, on était à 35 à l'heure. La première heure de course, elle est à 38. Et au bout d'une heure, ça s'est encore dégradé en termes de vitesse. Il y a un moment, sur Pro Cycling Stats, vous voyez, avec le live tracking, ça n'avançait plus presque du côté des coureurs au niveau kilométrage. Un moment, je me suis dit, ils vont arriver à plus de 18h. Bon, ils sont arrivés à 17h40, ça a bien accéléré sur la fin. Mais alors, qu'est-ce que c'était long. Voilà, c'est là où je me dis, les étapes en intégralité, faut mieux pas encore les mettre tous les jours sur la Vuelta parce que vraiment sinon tu te tires une balle quoi avec ce genre d'étape. Et en même temps on peut se dire, mais de toute manière, avec un parcours pareil, qu'est-ce qu'on pouvait avoir d'autre? On pouvait pas avoir de miracle aujourd'hui. Donc ouais, c'est pas passionnant, une journée fatigante, ennuyante. Je me suis même dit à 40 bornes de l'arrivée, j'aurais mieux fait de regarder la Bretagne classique. J'ai joué sur mon ordinateur et j'ai pas regardé la Bretagne classique. Mais oh la vache, c'était long. Du côté de cette étape. Bon, résumé, parce que je vais faire un résumé très long, non. Résumé de l'étape du jour. L'échappée qui a mis 1,5 km à sortir. Échappée de 3 coureurs. Samitier de la Cofidis. Alléluia, enfin Cofidis. On avait également Foura de la Burgos et Johan Baou de la Cara Rural. Les 3 hommes qui vont compter à peu près 3 minutes 20, 3 minutes 30 d'avance. Grand maximum. Aux alentours de 120, ouais, 120, 110 km de l'arrivée, en gros l'écart maximum. Donc cette première heure de course à 38 de moyenne, et puis à partir de 50 km de l'arrivée, l'écart va décroître à 2,32, et puis ils vont être repris à 20 km de l'arrivée, un peu après plutôt les 20 derniers kilomètres, où ils vont être repris Samitier et Baou. Voilà, et ensuite on a eu un sprint assez décousu parce que en fait c'est la Visma qui a le meilleur train, sauf que la Visma elle fait pas les sprints. En gros, personne n'arrive à concurrencer la Visma et la Lidl n'a pas de train, c'est un peu une catastrophe. Et sur la fin on s'est un peu perdu, c'était la Lotto qui était la plus en place pour Viviani, et puis donc on va avoir le sprint final, c'est Viviani qui lance, mais Philipsen va
va bien remonter sur lui et s'impose. Malgré le fait que tout n'était pas parfait du côté de la Alpecin de Koenig, s'impose devant pour le moment Viviani et troisième Ethan Vernon du côté de ce sprint. Mais voilà, pas grand chose à dire du côté de cette journée à part que c'était ennuyeux. Note de l'étape 3 sur 20. Et encore, c'est parce que je suis gentil. Je rajoute 2 points parce que de toute manière le parcours était mal conçu aujourd'hui. Mais je me dis que c'est vraiment pas c'est pas une belle vitrine pour le cyclisme, l'étape du jour. C'est vraiment pas une belle vitrine pour le cyclisme. Si tu tombes, si tu regardes Eurosport, je sais pas ce que tu regardais d'autres, c'est quand même un peu terrible aujourd'hui d'avoir ces résultats-là. Parce que c'est vraiment pas top, quoi. Enfin voilà, on peut même dire c'est une catastrophe en termes de résultats, quoi. Mais ouais, non, c'est vraiment pas bon du tout. Enfin, moi je comprends pas comment on peut avoir comment on peut proposer ça un samedi, quoi. Comment on arrive à proposer un parcours aussi mauvais lors de ce genre d'étape. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut proposer une journée aussi triste au niveau du cyclisme, parce que là, c'est vraiment une catastrophe. Ouais, très déçu, très déçu. Voilà, très déçu, et en même temps, comme je le disais, pas de surprise, quoi. Il y a un moment, il y a un moment, tu proposes pas grand-chose. En termes de parcours, il n'y a pas de miracle, hein. Pas de miracle du tout sur ce type de parcours. Donc, il y a un moment, faut peut-être proposer autre chose, quoi, hein, sur ce type d'étape. Moi, je me dis, là, c'est vraiment pas une bonne chose, quoi. Donc c'est vraiment triste, voilà, du côté du cycliste, de proposer ce genre de triste spectacle sur une journée pareille. Allez, on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, rapidement, il n'y a pas grand chose à dire. La Cofidis met enfin un coureur dans une échappée. Ça, c'est quand même plutôt une bonne chose, parce qu'ils avaient raté quand même encore une fois les grosses échappées. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour la Cofidis, avec Samitier, qui au moins on aura vu le maillot de la Cofidis. Brian Cocard pour le moment est 6ème, en attente d'un possible déclassement de Viviani. Fait plutôt un bon sprint, même s'il lance un peu tôt, et ce qui a permis à Philipsen de le suivre. Mais je dirais qu'il fait plutôt un bon sprint, Cocard. De tous les sprints qu'on a vus de Brian Cocard sur les grands tours cette année, je dirais que c'est son meilleur sprint. Et puis après, oui, une étape pas très passionnante pour les autres Français. Thibaut Gruel prend la 8ème place, bien emmené par Stephen Kung, hein, du côté de la Groupama FDJ. Bon, du côté de la Décathlon, Jordan Labrosse n'a pas essayé de faire le sprint. Et chez Arkea, alors je ne sais pas si c'était prévu comme ça, mais Jente Biermans finit très loin, et c'est Pierre Thierry et Léandre Lozoué qui sont dans le top 20 aujourd'hui, sauf qu'ils sont l'un derrière l'autre. Alors est-ce qu'il y avait l'idée d'emmener Jente Biermans et on a perdu Jente Biermans, ou est-ce que du côté de l'Arkea BNB Hotel on avait plutôt fait le pari d'emmener un autre coureur? Ça, c'est la grande interrogation du jour. Donc voilà, pas grand chose d'autre
à dire du côté des Bleus, à part l'abandon d'Oliver Knight, parce que c'est vrai que sur une journée aussi peu dure, eh bien, on a quand même eu 3 abandons sur cette étape et sur une Vuelta qui, pour le moment, est pas non plus sur un tempo infernal. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top du jour, bah Philipsen. Non, il fait un très bon sprint aujourd'hui, Philipsen, parce que tout n'a pas été parfait. En fait, le gros souci, c'est que ses équipiers étaient forts, sauf qu'il a perdu la roue de ses équipiers. C'était un sprint, on avait du mal à avoir un gros tempo, à étirer le peloton. Hein. Le peloton n'était absolument pas étiré. Aujourd'hui, malgré tout, on n'a pas eu de chute, mais c'est ce qui a fait qu'il y a eu pas mal de cafouillage dans certaines équipes, ce qui a certainement profité à la Lotto même. Et du côté d'Alpecin, Plancart fait un énorme travail, mais en gros, il n'y a pas Philipsen dans sa roue. Ouais, mais sauf que Philipsen, il a quand même la vista du sprinter. Et puis, je rappelle ses premières années, il était chez UAE. Il avait rarement l'équipe à son service chez UAE déjà à l'époque, même si c'était un peu plus facile qu'aujourd'hui. Et là, bah, il va faire l'effort au bon moment. Il va se servir de Brian Cocard pour en fait contourner le bloc, on va dire à ce moment-là. Et puis derrière, il va réussir à retrouver et à repasser devant Viviani sur la fin. Viviani qui est quand même plus le grand Viviani du côté du sprint. Mais c'était un bon sprint pour quelqu'un qui n'avait pas forcément utilisé le travail de ses équipiers parfaitement. Après, tu sentais qu'à l'arrivée, il était à la fois content de la victoire et je pense mécontent de comment la course s'était déroulée du côté du coureur belge. Mais il y a quand même une belle victoire. Il reste dans le match pour le maillot vert hein, quand même, parce que Philipsen, bah, avec le faible nombre de points récupérés aujourd'hui, fait pas forcément la super opération du jour. Philipsen, il reste dans le match, dans ce classement-là. Mais je trouve qu'il a vraiment bien réussi à s'en sortir par rapport à une équipe qui faisait pas forcément le travail parfaitement du côté du Belge. Donc je trouve que c'est vraiment un bon sprint parce qu'il avait gagné en étant plutôt dans des positions favorables sur ses autres victoires cette saison sur le Tour de France et le Tour d'Espagne. Et là, il a vraiment réussi à gagner sans être dans une position favorable. Donc c'est très bien. Ethan Vernon, monsieur régularité hein, depuis le début de cette Vuelta. Toujours dans le top 3, dans le top 4. En gros, Ethan Vernon, il accumule les points au niveau du classement du maillot vert. Et il commence à devenir vraiment dangereux pour Pedersen parce que l'écart de points entre les deux est assez limité. Et que Vernon, il passe quand même les bosses. C'est-à-dire que autant Philipsen, on sait que certains sprints, il ne va pas les faire. Autant Vernon, en gros, si Pedersen est là, Vernon peut être là. Donc ça va être compliqué de le lâcher à la régulière. On sent que son équipe, alors même s'ils ont Richie Tello, ils ont quand même perdu également George Bennett, mais il lui fait quand même confiance. On met des hommes autour d'Ethan Vernon depuis le début de course. Et on voit hein, un Jack Stewart qui est à son service. C'est pas anodin non plus. Alors là, c'était un sprint sur le plat, c'est un peu moins sa spécialité Ethan Vernon. Il est meilleur sur les sprints en boss. Mais il fait encore un très bon résultat. Il a vraiment réussi à bien se positionner, à bien se placer parce que sur la fin, lui aussi n'a plus forcément tous ses équipiers et il a bien réussi à se faufiler, à faire un bon sprint. Ça a été très bien du côté d'Ethan Vernon. Donc vraiment, là aussi, il va falloir se méfier de lui. Arne Marit, oui, un bon résultat. C'est son meilleur sprint depuis le début de cette Vuelta. Je regardais un peu où il était placé dans les 3 derniers kilomètres. Je regardais Arne Marit, Pedersen et Foldager au final du côté d'Alejandro parce que je me demandais vraiment pourquoi il travaillait autant pour faire ce sprint. Et je regardais Arne Marit. Il a vraiment bien su profiter du fait que les autres équipes n'arrivaient pas à emmener sur un gros tempo. Parce qu'il vraiment il slalomait d'un train à un autre, Arne Marit. Et je pense que ça, il a pu le faire parce que ça n'allait pas très vite. Il n'a pas consommé trop d'énergie en le faisant parce que ça n'allait pas très vite. Et surtout sur la fin, lui aussi, il arrive à sortir par l'extérieur du paquet des sprinteurs.
Et on voit qu'il y a des bonnes jambes hein, du côté d'Arne Marit. Le problème, c'est le timing jusqu'à maintenant et que son équipe est pas bien en place hein, du côté de l'Intermarché. Mais là, il a vraiment su profiter d'une situation où vous aviez pas mal de coureurs qui n'avaient pas de train. Le sprint n'était pas très bien emmené par la plupart des formations. Et ça, je pense que ça a beaucoup aidé Arne Marit pour choisir le bon train. À un moment, on voyait, il était vraiment parfaitement positionné. Et je trouve qu'il a choisi des meilleures roues que Pedersen, par exemple. Si on compare dans ce registre-là, Marit et Pedersen, je trouve que Marit a été bien meilleur que Pedersen dans cette capacité à passer d'un train à un autre et à avoir le bon sens du timing pour lancer son sprint. Et puis Foldager, alors là c'est l'inverse d'Arne Marit, très bon travail de Jaiko Alula. Il fait 5, mais il peut dire merci à ses équipiers. Vraiment, l'équipe était peut-être la plus en place avec la Lotto dans les 5 derniers kilomètres. Ils ont vraiment fait un gros boulot. C'est vrai que quand je voyais les Jaiko Alula, je me disais, on roule pour qui? Foldager? Je me remémorais un peu la liste de départ. Je me disais, Foldager? Je m'attends. Voilà, je me disais, Foldager? Vraiment? Et puis après, je me suis dit, oui, c'est pas comme si avec Q36 travaille pour Fabio Creston. Donc après. Mais non, ils ont bien fait le job. Et puis Foldager, lui, encore une fois, plus la course va être dure, plus ça va lui permettre d'aller chercher des bons résultats et des sprints. Et il faudra peut-être s'en méfier en 3e semaine. Parce qu'il y a encore un sprint en 3e semaine. Si vous avez Philipsen de fatigué, si Pedersen n'arrive pas à trouver l'ouverture, Foldager peut être vraiment la bonne option du côté de la Jaiko Alula. Il pourra amener un bon résultat à cette formation australienne. Donc, beau travail voilà, collectif de la Jaiko Alula que je voulais souligner. Et bon résultat de Foldager qui a mis la balle au fond pour ce coureur sur l'étape du jour. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne, Pedersen. Pas compliqué, hein. Sur un sprint comme ça, il faut être placé beaucoup mieux que ça. Tu peux pas être placé aussi loin. Il y a un moment, le vrai problème de Pedersen, c'est son équipe aujourd'hui. Il n'y a personne dans le final. Il y a complètement personne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si la Lidl Trek veut une victoire, il faut peut-être arrêter de rouler à 100 bornes de l'arrivée et mettre du monde autour de Mats Pedersen. Pedersen est complètement seul. Pour moi, Pedersen, il faut qu'il ait un train. C'est pas un sprinter qui sait très bien se servir des trains des autres. Je regardais encore une fois par rapport à Arne Marit, je trouve qu'il slalomait pas si bien que ça, Pedersen en peloton. Il a besoin d'un poisson pilote, il a besoin de monde. Aujourd'hui, il n'a pas ces coureurs-là. Donc oui, il prend des points sur les sprints intermédiaires, mais il va falloir encore marquer des points et partir en échappée du côté de Mats Pedersen s'il veut chercher le maillot vert. Sauf qu'au bout d'un moment, on va peut-être lui dire, bon, bah, il y a quand même Ciccone qui est bien placé au général. Bah non, tu vas aider Ciccone et puis bah, ta quête de maillot vert, tu vas l'abandonner. Et dans ce cas-là, sa Vuelta serait pas une grande réussite au coureur danois. Mais là, pour moi, il y a un vrai problème de train du côté de cette formation. On n'arrive pas à emmener du tout Mats Pedersen. Et il manque des éléments, hein, parce que chez Lidl Trek, alors je veux bien que Julien Bernard, mais bon, vous avez Dan Houle, on le voit pas, Craig Anderson non plus aujourd'hui. Donc ces deux éléments-là, ils doivent emmener le sprint pour Pedersen, parce qu'on a bien compris que Badjoli Verona était plutôt destiné à Ciccone, et puis Julien Bernard, on ne sait pas trop s'il est encore au top de sa forme, mais là, il est trop seul dans le final pour obtenir un résultat. Donc il y a un moment, il n'y a pas de miracle. Beaucoup trop seul. Donc ça fait un mauvais sprint sur la fin du côté du coureur danois. Mais vraiment, pas une bonne journée pour lui. Deuxième bonnet d'âne, Van Duden. Là, je ne l'ai même pas vu dans le sprint, Van Duden. Il finit... que je le retrouve, il finit derrière Alex Molnar, il finit 28e. Alors il y a pire que lui, il y a Olar, hein. Mais du côté de la Movistar, on n'était pas en place du tout. Mais oui, Van Duden, c'est une catastrophe
cette Vuelta pour lui, parce que c'est quand même un coureur, on rappelle, qui a remporté une étape sur le Tour d'Italie, qui a fait même une deuxième place à Viadana, qui est très bon sur les sprints plats, sur les journées comme ça assez calmes. Là, il est nulle part. Alors après, c'est vrai que du côté de Van Uden, si on regarde sa saison un petit peu plus en détail au Néerlandais, à part cette victoire sur le Tour d'Italie, ses résultats intéressants sur le Tour d'Italie, pour le reste, ça n'a quand même pas été folichon. Il y a une 4e place sur l'étape de Tavira sur le Tour de l'Algarve et 9e des championnats du Pays-Bas, même pas 6e, 9e des championnats des Pays-Bas et 9e d'une étape de Tirreno-Adriatico. Donc en gros, oui, il a fait deux bons jours de course cette année. Mais là, il n'est vraiment pas du tout dans les sprints. Son meilleur résultat pour l'instant, c'était lors de la première étape. Il était 16e déjà. Et on s'était bien raté du côté de Casper Van Uden. Donc là, c'est quand même pas très rassurant sur le Néerlandais. Moi, j'ai des doutes quand même sur son niveau de forme. Parce que là, il était vraiment complètement absent du sprint. Et puis la Lotto. La Lotto, parce que je trouve qu'ils ont créé du danger dans ce sprint. Alors, Viviani encore, c'est discutable du côté de Viviani pour un déclassement, parce que d'un côté, certes, il change de ligne dans les 200 derniers mètres, mais en même temps, pour moi, la gêne sur Philipsen, elle n'est pas... Il resserre Philipsen, mais comme Philipsen n'arrête pas de pédaler, moi, je serais pour le déclasser parce que pour moi, il y a l'intention de fermer la porte. Mais c'est parce que souvent, je suis sévère. Parce que moi, pour moi, il y a l'intention de fermer la porte. Dans cette action-là, en interview, il dit « je voulais pas gagner en fermant la porte ». Mais pour moi, dans le combat, il a voulu fermer la porte. Viviani, on voit bien que son sprint est pas droit du tout. Donc moi, j'irais... Alors la biscotte, le problème c'est que moi je préférais qu'il y ait une amende que la biscotte, mais normalement tu dois appliquer la biscotte. Le règlement à la lettre, c'est la biscotte. C'est sûr que pour Viviani, normalement il devrait y avoir la biscotte. Après, et surtout des classements. Pour moi, moi je déclasserais parce que pour moi il y a changement de voie. Et si tu déclasses Van Poppel, qui resserre des coureurs, pour moi, tu déclasses Viviani parce que pour moi, il veut tasser Philipsen et pour moi, il y a l'intention de bloquer la porte. Voilà. Du côté d'Elia Viviani. Moi, par contre, ce qui m'a plus gêné dans ce sprint de la Lotto aujourd'hui, c'est De Beust. À De Beust, la manière dont il s'est écarté, moi, c'est biscotte. Il s'écarte en plein milieu du peloton. Il gêne à la fois Pedersen, mais il en gêne d'autres coureurs. Sur le Tour de Pologne, il y a eu des classements. Il y a eu des classements de Mathieu Brennan qui avait fait ça en emmenant Olaf Koy. Pour moi, il doit y avoir des classements de Jasper De Beust et biscotte de la part du coureur belge. Parce que pour moi, la manière dont il ne s'est pas écarté, en gros, parce qu'il s'est foutu vraiment en plein milieu du peloton, là aussi, il y avait l'intention de ralentir les adversaires d'Elia Viviani. Donc pour moi, Jasper De Beust, carton et Viviani, ouais, moi je serais pour le déclassement, ce qui fait quand même beaucoup en un seul sprint, je trouve, du côté de la Lotto. C'est dommage parce que Viviani, sinon, il y a de la forme. Bon, certes, il a plus les jambes de ses 20 ans, du côté d'Elia Viviani, mais voilà, il retrouve quand même des couleurs par rapport à ce qu'on avait vu chez Ineos, notamment à une époque. Mais pour moi, le sprint de Viviani est pas régulier. Et De Beust, pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal de s'écarter de cette manière-là. Il gêne tout le monde, De Beust. Donc, moi, il y a un vrai souci sur la manière dont il s'est écarté. Et pour moi, là, il faudrait que le règlement soit changé. Mais pour moi, si le poisson pilote fait une connerie, forcément, ça favorise le sprinter, ça modifie le sprint. Donc pour moi, tu ne peux pas valider non plus le classement de Viviani par rapport au travail qu'a fait Jasper De Beust. C'est-à-dire pour moi, quand il y a un poisson pilote qui se fout en plein milieu du peloton pour vraiment ralentir les autres, c'est pas normal aujourd'hui. Donc moi, j'aurais voulu qu'il s'écarte
beaucoup plus correctement et surtout sans gêner les adversaires. C'est-à-dire qu'il continue quand même un petit peu son effort. Là, il s'arrête complètement et il se retrouve en plein milieu du peloton et ça peut être très dangereux ce genre d'action. Donc vraiment, j'ai pas été content de ce que j'ai vu du côté de Jasper Debeus et pour moi Viviani ça mérite des classements parce que pour moi le sprint n'est pas régulier de la part du coureur italien. On regarde tout de suite les différents classements, je vous les affiche à l'écran de cette étape qui n'aura pas été extrêmement passionnante. Donc Philipsen vainqueur pour le moment à 18h28 devant Viviani, Vernon 3e, Arne-Marit 4, Foldager 5 devant Coquard, Michels qui revient fort sur la fin mais qui était très très mal placé, 7, 8 Gruel, 9 Kristen, 10 Ben Turner. J'avais dans le bon timing du côté de la Ineos aujourd'hui. Les abandons du jour, Fagundes, Oliver Knight et George Bennett. On a quand même des grands noms parce que Fagundes et George Bennett et puis même Oliver Knight qui avait remporté une étape du Tour de Wallonie. Du côté du classement général, pas de changement. Traen toujours devant, Vingegaard, Almeida, Ciccone. Le maillot vert, là, il y a des petits changements avec Pedersen qui a désormais 9 petits points d'avance sur Ethan Vernon. Philipsen est à 12 points. Et on retrouve ensuite Ciccone, Vingegaard, du côté du classement de la montagne, pas de changement vu qu'il n'y avait pas de points qui étaient à prendre aujourd'hui. Du côté du maillot blanc, et là aussi pas de changement au niveau des avant-postes. C'est juste Brieux-Roland qui gagne une place. En fait, c'est Juan Ayuso qui a perdu 4 positions, qui s'est relevé sur la fin de cette étape. Juan Ayuso, et puis le classement général, UAE devant la Visma, Astana, Soudal et Decathlon, mais là aussi, pas de changement. Eh bien, j'espère que vous avez préféré cette vidéo à l'étape du jour. Nous, on se retrouve demain, 7h, pour une étape qui risque de pas encore être très passionnante, mais vous verrez ça lors de la présentation du parcours. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et ciao ciao sur la Mail Production.